Salut hombre! Ah, spoiler, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ouais, bah moi j'en ai deux. Ah oui? Ouais, et la première, j'ai enfin localisé la galaxie du Grand Rouge. Oh, Y a un problème? Eh bien, c'était ça ma bonne nouvelle. Quoi? En effet, le Major a réussi à convaincre Vandelcage de partager ses informations, même si ce dernier fut assez dur en affaires. Allez, au moins un piège à Hong Kong, quoi! Non, les gens croiront qu'il plagie Calme de Bâche. Oh, et double team alors! Putain, j'espère que c'est vraiment le seul moyen de savoir où se trouve la galaxie du Grand Rouge. Donc, toute cette histoire où j'ai laissé le fanatique me poursuivre discrètement pour avoir cette information, ça a servi à rien? J'ai bien peur que oui. Bon résumé de leur existence, ces gros cons! Mais enfin, cela dit, j'ai quand même une autre nouvelle très importante. J'ai trouvé comment détruire la galaxie du Grand Rouge. Vraiment? Ouais, hombre! Nous sommes prêts pour l'attaque. Il semblerait que tout soit bon. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre le début des opérations. Yeah, attendre. Ma partie préférée dans ce boulot. Je vais me critiquer un film, tiens. Vous croyez que c'est le bon moment, là? Bah, vaut mieux que je me regarde un bon film avant de m'attaquer au pire réalisateur de l'histoire, tu ne crois pas? Pas faux. Bon, moi je reste aux aguets au cas où. Fais donc. Alors... Alors, non, non, plus drôle que moi, pas assez drôle pour moi, c'est quoi cette merde? Si on me donne 10 000 euros, la saison prochaine... Qu'est-ce que j'ai n'importe quoi dans ma boîte. Trop fait, déjà fait... Parfait. Dans l'écriture de films, de fiction en général, même faire une trilogie est une tâche très difficile. Il faut déjà faire un premier film qui est non seulement excellent, mais plaît suffisamment aux spectateurs pour créer une envie de voir une suite, mais il faut aussi en faire un deuxième qui doit répondre aux attentes des spectateurs et étendre l'univers et le potentiel du concept, sans pour autant se contenter de juste répéter le premier film. Et enfin, il faut conclure toutes les promesses que les précédents films ont mis en place, sauf que celui-là on s'en fout s'il répond pas aux attentes des spectateurs, parce que généralement les mecs n'ont pas prévu d'en faire un autre après le 3. La plupart du temps, tu arrives à faire un deuxième épisode aussi bien que le premier, voire meilleur, mais le troisième est souvent vu comme étant moins bon, voire carrément mauvais. Il y a des exceptions, bien sûr, assez pour ne plus appeler ça des exceptions, genre dans une saga de films de merde où le troisième se révèle être le plus correct, ou quand une équipe fait tout ce qu'il faut faire pour que ce troisième épisode soit à la hauteur des précédents. Mais même quand ils y arrivent, il y a toujours des chipoteurs pour dire que c'est raté, même dans quelques des meilleures trilogies existantes. Parce qu'encore une fois, le troisième film se permet de ne pas répondre aux attentes pour faire ce que les mecs voulaient faire, sans s'inquiéter que ça allait plaire ou non à tout le monde. Intégrité artistique ou je m'en foutisme parce qu'on est déjà sûr d'avoir le pognon, ça dépend des films. Et aujourd'hui nous allons parler d'une célèbre trilogie, qui a un troisième épisode qui fut très critiqué et qui pourtant est un excellent film qui fait tout ce qu'il faut faire, voire plus. Et cette trilogie, c'est Pirates des Caraïbes. Dans les années 2000, les longs métrages d'animation Disney commencent à battre de l'aile, en particulier avec les films en images de synthèse qui devenaient de plus en plus populaires, les amenant à une transition assez gênante.
Fort heureusement, ils avaient Pixar pour éviter de couler, ainsi qu'High School Musical, et les suites Disney direct en DVD malheureusement. Mais Disney se devait de trouver une autre grosse source de revenus pour satisfaire les besoins de la compagnie, conserver un rythme de travail et de créativité, et économiser assez de pognon pour acheter dans le futur Marvel et Lucasfilm. Et là, les producteurs ont eu la plus géniale et la plus stupide des idées. Une idée, putain. Il me faut une idée. Eh mais ce truc qu'on voit tous les jours en allant au bureau, bon, on a qu'à en faire un film. Vendu. Une bonne idée car les attractions de Disneyland ont en effet beaucoup de potentiel pour faire des films. Une atmosphère, un univers, des personnages ainsi que des histoires tout en laissant suffisamment de place pour imaginer son propre scénario. C'est justement pour ça qu'il y a autant de fans de Disneyland et de ses attractions. Mais mauvaise idée parce que le premier tir était Country Bears dont le résultat au box-office fut... Et ça a aussi détruit la carrière d'Eddie Murphy. Et peut-être endommagé la carrière de Brad Bird avec l'adaptation d'une attraction dont le public se fout royalement. Mais bon, c'était quand même un super film. Le seul film qui a bien marché, c'est... D'après vous. Pirates des Caraïbes réussit à se démarquer totalement de la malédiction infernale des adaptations d'attractions de Disneyland en... Je sais pas moi, peut-être en engageant des mecs compétents, un casting 4 étoiles avec Johnny Depp, le surestimé mais à la mode à cette époque Orlando Bloom, la sous-estimée et incroyablement belle Keira Knightley et l'excellent Geoffrey Rush. Mais aussi avec le producteur Jeremy Bruckheimer, qui malgré le fait qu'il ait produit pas mal de merde, faut reconnaître qu'il sait ce qu'il faut faire pour plaire au public, les scénaristes Ted Elliott et Terry Rossio, qui sortaient tout juste du succès du Masque de Zorro et de... quelques films de la concurrence. Oh là. Et le réalisateur Gore Verbinski, qui avait déjà réalisé l'excellent La Souris. Et sortant tout juste du succès d'un des films d'horreur les plus soporifiques qu'il m'ait été donné de voir, mais qui avait bien marché malgré ça. Bref, chance de succès, plus chance de succès, plus chance de succès, plus chance de succès, c'était tout bénef pour Disney. Et pourtant, il serrait bien les fesses et avait même carrément honte du projet. Déjà, les résultats de Country Bears qui commençaient à les faire douter sur l'idée d'adapter des attractions, et de continuer l'attraction Country Bear même, le fait que le héros allait être l'opposé du modèle Disney, à savoir alcoolique, égoïste, manipulateur et même coureur de jupons, des éléments du film assez sanglants, effrayants, sexuels, ou encore le fait que le genre des films de pirates était mort au moment où le film devait sortir. Je vais même dire, il est toujours mort, parce que à part Pirates des Caraïbes, qu'est-ce qu'on a comme film de pirates? Avant Pirates des Caraïbes, le dernier bon film de pirates en date... était l'île au trésor des Muppets. Mais je croyais que les marins avaient des perroquets. Vous dites des perroquets? Quoi? Une souris qui possède un parc d'attractions à elle? Film qui n'a pas super bien marché au box-office. Et Disney a bien retenu ce point, vu que ce sont eux qui ont produit ce film. Ouais, c'est pas pour rien que ces films parlent de malédiction et de morts vivants. Vous voulez une preuve ultime que Disney avait honte de ce projet? Le logo n'apparaît pas en début de film! Ouais, d'habitude, les films commencent toujours avec le logo de maison de production et des distributeurs. Même des projets incroyablement honteux, comme 50 nuances de Grey, ont eu droit au logo d'Universal. Mais dans le cas du premier Pirates des Caraïbes, rien du tout. Même le logo de Bruckheimer Film n'apparaît pas. Comme ça, si les parents se plaignent que ce film Disney est trop violent, ils ont déjà effacé leurs traces pour pouvoir dire quoi? Quel film de pirate? Nous? Faire un film de pirate? Non, on n'a pas fait de film de pirate. Et toi, Jerry, t'as fait un film de pirate? Quoi ça? C'est tiré d'une de nos attractions? Oh, mais pas du tout! Fermez Pirates des Caraïbes pour toujours. Mais franchement, les parents, vous êtes vraiment trop parano, comme si on essayait vraiment de traumatiser vos gosses. Maintenant, excusez-moi, je dois aller discuter d'une adaptation de Christmas Carol avec Robert Zemeckis. Au revoir. Mais hey, au moins, ils ont laissé les gars faire leur film. Ils ont pas fait comme la Fox ou Warner, à se mêler de la production pour aseptiser et massacrer le film, selon ce qu'ils pensent qui plaise au public quand un film semble promis au désastre financier. Preuve de plus que malgré tout ce qu'on dit sur Disney, ils ont au moins la décence de laisser une liberté artistique à leur production. Mais à la surprise de tout le monde, Disney le premier, le film fut un énorme succès critique et surtout un énorme succès financier. Soudain, le film dont Disney ne voulait pas être lié est devenu leur nouveau modèle de film. Au point que non seulement ils ont commandé des tas de suites, mettant le logo Disney en début de film cette fois, et même en la mettant aux couleurs du film pour montrer leur fierté envers cette saga qu'ils reniaient presque avant ça, mais en plus ils ont foutu les personnages des films dans l'attraction d'origine, ont sorti des tas de jeux vidéo sur la licence, ont mis Jack Sparrow dans Disney Infinity et Kingdom Hearts, et ils ont fait plusieurs films reprenant la formule et le style de Pirates des Caraïbes.
Certains étaient excellents, d'autres corrects et d'autres carrément mauvais. Mais tous ces films ont un truc en commun, c'était pour la plupart des flops, tous très critiqués pour essayer de faire un nouveau Pirates des Caraïbes. Même la saga Pirates des Caraïbes était critiquée malgré leur succès financier répété. C'est comme si Internet pouvait supporter un film d'aventure fun et créatif qu'une fois par génération. Ou peut-être qu'ils ont voulu juste y croire parce que personne n'y croyait. Si ça se trouve, ils vont cracher sur les prochains Pacific Rim, Mad Max ou Deadpool. Et bien que j'admette que Pirates des Caraïbes 4 était pas extraordinaire et que le 5ème promet d'être une sacrée merde, par les réalisateurs de Bandidas et écrit par le scénariste de Speed 2 et Men in Black 3, je reste un grand défenseur des 2 premières suites de la saga. Plus particulièrement le 3ème épisode, Jusqu'au bout du monde, que j'ai même tendance à préférer au premier film. Mais bon, avant de parler de ce film, il faut parler des 2 films précédents. Le premier film, La Malédiction du Black Pearl, raconte l'histoire de Will Turner, joué par Orlando Bloom, un jeune forgeron qui croise le chemin de Elizabeth Swann, jouée par Keira Knightley, quand ils étaient gosses, après avoir survécu à une attaque de pirates. Comme il portait un médaillon indiquant qu'il était un pirate, Elizabeth lui piqua discrètement pour qu'il ne soit pas balancé à la mer par l'autorité. Et une fois adulte, le médaillon est retrouvé par une bande de pirates dirigée par le terrible Barbossa, qui du coup capture Elizabeth persuadée qu'elle est le propriétaire originel du médaillon. Pour la sauver, Will va chercher l'aide de Commodore Norrington, joué par Jack Davenport. Mais ça marche pas. Alors il va voir Aragorn, parce que son papa le roi des elfes, bon ok j'arrête. Il va voir le capitaine Jack Sparrow, joué par Johnny Depp. Un pirate qui connaît bien l'équipage du Black Pearl et leurs intentions, ainsi que le monde des pirates. Ce qui s'avérera bien utile, sachant que l'équipe du Black Pearl est maudite. En effet, le vol d'un trésor inca sacré les ont transformés en immortels, se changeant en squelettes sous la lumière de la lune, qui ne peuvent plus savourer quoi que ce soit. Un peu comme jouer sans fin un Prince of Persia, l'âme du guerrier. Et le seul moyen de s'en libérer, c'est de réunir toutes les pièces du trésor à leur emplacement d'origine et verser le sang de celui qui l'a pris. À savoir le sang de Will, fils d'un pirate du Black Pearl, Bill le bottier que Barbossa a fait couler au fond des mers. Avant de découvrir qu'il fallait son sang pour lever la malédiction. Oups. Après quelques péripéties, trahison mais en fait non, acceptation de l'héritage de pirate de Will et un putain de super climax, Jack tue Barbossa et sauve Elizabeth, Will et la marine, et ces derniers le récompensent avec une pendaison. Bande d'ingrats. Mais Will et Elizabeth décident de le faire évader et le Commodore décide de le laisser partir pour cette fois, permettant à Jack de retrouver son cher Black Pearl et ses copains pirates, partant pour de nouvelles aventures, tandis que Will et Elizabeth s'avouent enfin leur amour. Comme je l'ai dit, le premier film était fun, créatif et surtout très bien mené. La mise en scène apporte de superbes séquences, des scènes d'action sont bourrées de cascades cocasses et de chorégraphies bien menées, donnant plus d'énergie que la plupart des scènes d'action de l'époque. Bon ok, mis à part Matrix, Blade, Spider-Man, Le Seigneur des Anneaux... Bon ok, disons juste que c'était différent et chouette. Les personnages étaient bien exploités, même Will, qui est généralement le personnage le plus détesté de la saga, apporte l'aspect prince charmant qui doit accepter comment fonctionne son monde passé jusque ça, et le fait qu'il est un pirate pour pouvoir devenir le chevalier blanc qu'il veut devenir. Jack Sparrow et Barbossa sont très cool, même les personnages secondaires sont sympathiques, et bien sûr la musique composée par Hans Zimmer, mais orchestrée par Klaus Badelt pour cet épisode, est superbe et donne envie de se plonger dans ce monde d'aventure. Avant que les Russes ne gâchent tout. Bref, c'est un bon modèle de film d'aventure, en plus d'être une excellente adaptation non officielle de Monkey Island. Jusqu'à la sortie de Pirates bon à rien mauvais en tout. Donc, avec ce succès, les producteurs ont foncé sans réfléchir et ont lancé pas une, mais 2 suites de Pirates des Caraïbes, tournées en même temps, comme Retour vers le futur, Matrix, Arthur et les Minimoys. Et le duo, Elliot et Russo, ainsi que Gore Verbinski, ont refusé de se contenter de juste faire une énième aventure comme le font James Bond, Indiana Jones et Die Hard, et ont donc décidé de développer l'univers, les personnages, et transformer ce petit film d'aventure fun en saga à la Star Wars, notamment en rajoutant des éléments pour donner du sens à cette suite, comme si le premier film n'était que le premier chapitre d'une grande saga, même si en réalité ils n'avaient pas du tout pensé à tout ça dès le début. Cela dit, ils ont fait du bon boulot, premièrement avec le secret du coffre maudit, qui a eu la brillante idée de mettre nos héros face aux conséquences de leur acte après la fin du premier film. Jack a maintenant tout ce qu'il veut. Du coup, il ne sait pas ce qu'il veut et fait face au re-questionnement existentiel et aux conséquences de la récupération de son Pearl. Le Commodore Norrington a laissé Jack filer. Du coup, sa tentative de le rattraper l'a amené à la déchéance. Will et Elizabeth ont défié la loi en aidant Jack à échapper à la corde. Du coup, ils sont en état d'arrestation pour complicité avec un pirate. Pirate qui n'aurait même pas redevable et va tenter de les abuser parce que... c'est un pirate. À quoi vous vous attendiez? Vous avez sérieusement cru que tout allait bien se passer après ce qu'ils ont fait à la fin du film? Eh ben non, parce que... c'est pas ce genre de film, mon vieux. Here's a blacksmith. No.
He's a pirate. And you will tell us what we are charged with. The charge is conspiring to set free a man convicted of crimes against the crown and empire and condemned to death, for which the punishment, regrettably, is also death. Ah, ouais, les extraits que vous venez de voir, ouais, en effet, ils sont en VOST. Voyez-vous, d'habitude, dans cette émission, je montre les extraits en VF. Déjà, pour conserver une certaine fluidité dans mes critiques, mais aussi pour critiquer le film tel qu'il nous est présenté. Et en France, il est présenté en VF. Cela dit, je veux absolument montrer les qualités de ce film, vous convaincre que Le Secret du Coffre Maudit et Jusqu'au bout du monde sont sincèrement excellents. Et pour ça, je me dois de ne pas mettre la VF, parce que la VF est pourrie. Je ne suis pas anti-VF, je préfère même certains films en VF qu'en VO, comme Retour vers le futur, SOS Fantôme ou Die Hard. Et même aujourd'hui, je trouve qu'on a de bonnes VF, comme dans Kingsman, Le Hobbit ou la trilogie Dark Knight. Seulement, il y a des films où la VF est sacrément pourrave. Moi aussi, je viens d'une planète dehors la loi. Billy the Kid, Bonnie and Clyde, Jack Sparrow. Le mec a pas foutu les pieds sur Terre depuis les années 80. Comment il peut connaître un personnage d'un film de 2003? Stupide VF! You're making me beat up grass! Et la VF de la saga Pirates des Caraïbes fait partie des VF pourraves. En partie parce que là où Johnny Depp et Geoffrey Rush arrivent à rendre leur voix de pirate naturelle, Bruno Coel et Patrick Fleurchen se forcent clairement et ne sont jamais naturels. Moi, je suis malhonnête. Et on sait qu'un homme malhonnête le restera quoi qu'il arrive. Le code est plus une sorte de guide général qu'un véritable règlement. Bienvenue à bord du Black Pearl. Même la version québécoise est mieux jouée. Et je ne déconne pas, la voix québécoise de Jack Sparrow est 1000 fois mieux que celle de Bruno Coel. Donc vous vous plaignez parce qu'on prend beaucoup de célébrités pour faire les VF de nos jours. Ils n'avaient pas besoin de ça pour être ratés. Et c'est encore pire avec un autre personnage absolument génial dont je vais parler dans quelques instants. Donc, exceptionnellement, les extraits que je vous montre seront en VO et non en VF, parce que la VF c'est de la piste de chat et la VO est géniale. Du coup, pourquoi vous n'avez pas fait pareil avec votre critique de The End of Evangelion, que lui aussi vous trouvez génial mais avec une VF pourrie? J'adore sérieusement cette façon de retourner totalement la fin du premier film, pointant du doigt la naïveté des personnages qui pensaient que tout allait s'arranger comme ça, juste parce que le film s'est arrêté, et remettre en question jusqu'à la fin du film, est-ce que Will et Elizabeth ont bien fait de sauver Jack? Surtout que si on regarde bien, Jack est le seul personnage du premier film à ne pas avoir évolué. Will, Elizabeth, Gibbs, même Norrington a évolué. Mais Jack, au début, c'était un pirate égoïste et manipulateur qui veut se venger et récupérer son navire, et à la fin, c'est un pirate égoïste et manipulateur qui s'est vengé et récupéré son navire. Même mieux, il a réussi en manipulant tout le monde, sans apprendre ou sacrifier quoi que ce soit. Aucune raison de changer de style. Les événements ont pratiquement récompensé Jack d'être comme il est, et la suite remet totalement en doute son manque d'évolution et le fait qu'il a eu ce qu'il voulait. Et surtout, à quel point Will et Elizabeth ont été naïfs de croire qu'il serait enclin à les aider après leur aventure en comptant sur son honneur. Alors qu'il en a pas. C'est un pirate. Très naïf. Mais enfin, c'est là qu'arrive la Compagnie des Indes, dirigée par Cutler Beckett, joué par Tom Hollander, qui vient mettre fin à toutes les insubordinations et activités criminelles des Caraïbes, particulièrement la piraterie. Et pour ça, il a un plan ambitieux qui nécessite le compas de Jack Sparrow, qui est une de ses vieilles connaissances. Jack, qui de son côté, retrouve Bill, le père de Will que l'on croyait mort, joué par Stellan Skarsgård, pardon pour la prononciation, qui prévient Jack que son contrat avec Davy Jones arrive à terme, et il doit donc rendre des comptes à Davy Jones, sinon il se fera emporter dans les abysses par le Kraken. You raised the pearl from the depths for you. 13 years you've been a captain. Technically. Yeah. You won't be able to talk yourself out of this. The terms would apply to me, apply to you as well. One soul, bound to crew 100 years upon a ship. Donc il cherche une solution pour éviter ce destin. Il va donc voir Tia Dalma, jouée par Naomi Harris, ouais, la très belle Moneypenny de Skyfall et Spectre, c'est aussi cette sorcière à la dentition particulière, moi aussi ça m'a surpris, qui le met sur la piste du coffre du mort. Un coffre contenant le cœur de Davy Jones, et quiconque le possédera pourra ordonner ce qu'il veut à Jones. Il retrouve Will, qui est venu récupérer le compas pour le remettre à Beckett, mais Jack le manipule pour qu'il lui ramène la clé du coffre en s'introduisant dans le vaisseau de Davy Jones, le mythologique Hollandais volant.
et au cas où le plan rate, ce qui arrive bien sûr, lui servir d'âme de substitution pour sauver son cul. Et c'est là qu'on voit pour la première fois le meilleur méchant de la saga, et sans problème un de mes méchants préférés. You fear death. Davy Jones, joué par Bill Nighy, est la plus grande qualité de ces deux films. Il est incroyablement génial et sert de parfait équivalent à Dark Vador pour cette saga. Outre son design créatif et imposant tout en étant dégueulasse et difforme, l'acteur Bill Nighy est grandiose et rend pratiquement tous ses dialogues mémorables. Let no joyful voice be heard. Let no man look up at the sky with hope. And let this day be cursed by we who ready to wait. The Kraken! C'est le méchant Disney Live parfait. En plus d'être une parfaite représentation fantaisiste de cette incarnation d'un dieu marin. Et l'image de synthèse est sublime. Même aujourd'hui, la synthèse est bluffante et de meilleure qualité que certains films actuels. Même des bons films. Argent parfaitement bien dépensé dans le cas de ce personnage. Et son histoire est superbe. C'est en filigrane dans Le Secret du Coffre Maudit, mais suffisamment présent pour fasciner le spectateur et donner envie de voir la suite pour en savoir plus sur lui. Ce personnage est tellement génial que même ses scènes inédites sont cool. I choose my own fate. Then it wouldn't be fate, would it? J'adore ce personnage. Il est censé être repoussant et pourtant j'aimerais avoir une statue de lui à l'entrée de chez moi. J'adore ce mec à ce point. Le seul défaut du personnage est sa voix française. Bill Nighy rend tous ses dialogues cultes rien qu'à la façon de les dire, la variété de tons, les tics et autres trucs bizarroïdes, mais son doubleur, George Claes, est incroyablement banal. C'est pas un mauvais acteur de doublage pourtant, il a fait du plutôt bon boulot dans d'autres films comme Star Wars ou Mass Effect. Même dans Power Rangers, le film il jouait mieux. Mais là t'as vraiment l'impression qu'il n'essaye pas. Tu n'es encore ni mort ni mourant alors. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? La VF enlève tout ce qui rend le personnage si mémorable dans sa façon de parler. C'est presque un crime artistique et une insulte envers le super travail de Bill Nighy. Même la version québécoise essaye de faire une voix de monstre de Power Rangers. C'est de la merde, mais c'est toujours mieux que ça, quoi. Mais enfin, Elizabeth arrive à s'échapper et se mêler à l'embrouille de Jack, qui, encore une fois, manipule cette dernière pour obtenir le cœur de Davy Jones. Et ils embarquent aussi un Commodore Norrington déchu, maintenant obligé de s'enrôler au Black Pearl. Et Will retrouve son père, transformé par sa double malédiction, qui l'aide à récupérer la clé du coffre du mort, et à quitter le Hollandais volant, malgré l'intervention du monstre de compagnie de Jones, le dantesque Kraken, dont toutes les scènes d'action sont superbes en termes de tension presque apocalyptique. Donc Will, Jack, Elizabeth et Norrington se retrouvent autour du coffre, et les trois prétendants d'Elizabeth commencent alors à se disputer le cœur de Davy Jones. Je le prendrais mal à la place d'Elizabeth. L'un pour sauver sa peau, l'autre pour sauver son père, et le dernier pour sauver sa carrière. Cette dispute immature finit par causer la perte de tout le monde. Jack finit emporté par le Kraken avec son Black Pearl après avoir commis la même erreur qu'Elizabeth et Will en jouant les héros, et Norrington ramène le cœur à Beckett, lui donnant le contrôle des mers qu'il convoitait, avec Davy Jones qui lui servira d'étoile noire. Mais les survivants du Black Pearl décident de ramener Jack et son vaisseau des enfers avec l'aide de Tia Dalma et d'un capitaine spécialisé en résurrection. So tell me, what's become of my ship? Putain, pas lui! Tuez-le! Attends, quoi? Mais ça va pas, non? J'ai failli déclencher une apocalypse zombie en le ressuscitant. Maintenant, je dois tout recommencer. Bah, la dernière fois que je l'ai vu, il a voulu me tuer. Mais il le pensait pas. Oh là là. Bon, je le ressuscite encore, et cette fois, vous l'excusez et vous lui faites un bisou, d'accord? Le film en lui-même est plutôt bon. Pas aussi bien que le premier film, bien sûr, mais quand même très bon. Le principal problème de ce film est le même que Matrix Reloaded. Ce n'est pas un film complet, ce n'est qu'une mise en place pour le prochain film. Une bonne mise en place, certes, mais une réécriture pour le rendre plus proche de l'Empire contre-attaque que de Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, ça aurait été bien. Et il y a des points qui peuvent être assez frustrants, voire déplaire totalement aux spectateurs. Même si c'est totalement volontaire et en accord avec la thématique. Comme nos héros qui agissent de façon complètement conne et finissent par tout perdre parce qu'ils n'ont pas été capables de se mettre d'accord.
Jack aurait pu forcer Jones à libérer Bill le bottier et aurait laissé Norrington poignarder le cœur pour que ce dernier revienne à Port-Royal en tant que héros sans que Beckett contrôle l'océan, et tout le monde aurait été content. Bon, ok, ça n'aurait pas marché au vu de ce qu'on sait sur ce qui arrive à celui qui embroche le cœur de Jones, mais bon, il ne savait pas encore à ce moment-là. Seulement, l'élément provocateur que les gens ont un peu tendance à oublier, ce sont des pirates! Ce sont des criminels égoïstes, voire stupides, spécialisés dans l'arnaque et la manipulation, pas une équipe fraternelle soudée comme une seconde famille genre les Avengers. Et encore, même eux maintenant se tirent dans les pattes. Dans Pirates des Caraïbes, les personnages sont des enfants dans des corps d'adultes, immatures, impulsifs, voulant tout faire à leur manière et naïfs. Ouais, c'est le véritable thème de la saga, thème que pratiquement personne n'évoque, à savoir l'enfance. Dès le premier film, les personnages sont montrés comme des gosses voulant rester des gosses, malgré le monde entier qui veut les forcer à rentrer dans des cases. Tu n'es pas un chevalier blanc qui aura droit à la princesse, tu es un forgeron, tu n'as pas le droit d'aller à l'action, tu es la fille du gouverneur, t'es là que pour te marier, les commodores adultes doivent s'être mariés, donc je dois me marier, tiens, tu tombes bien toi, tu fais tout ce que tu veux, et ben on va te pendre, parce que c'est pas adulte ce que tu fais. C'est pour ça que Jack Sparrow est le personnage central du film, malgré que Will est techniquement le héros. C'est le modèle philosophique de cette histoire. C'est le mec qui décide de ce qu'il veut être, qui fait ce qu'il veut pour rester le grand enfant qui ne pense qu'à aller à l'aventure, s'amuser, boire et voguer avec son navire. That's what a ship is, you know. It's not just a keel and a hull and a deck and sails. That's what a ship needs. But what a ship is, what the Black Pearl really is freedom. Encore mieux, il a parfaitement compris comment fonctionne le monde dans lequel il vit et en profite pour conserver sa liberté. Il soudoie, il marchande, il a des contacts, il cerne ce que veulent les gens, il profite même de la simplicité de son entourage pour les embrouiller et même les contrôler. Il arrive même à faire croire aux autres qu'ils ont choisi de l'aider. And what you want most in this world is to find the chest of Davy Jones, is it not? To save Will. By finding the chest of Davy Jones. Et c'est pour ça qu'il est probablement le personnage le plus mature du premier film, car il assume qui il est, et se contente de faire ce qu'il faut faire pour continuer à vivre comme il l'entend, tandis qu'il affronte des ennemis persuadés d'être matures, alors qu'ils se contentent de nier ce qu'ils sont. Des gosses qui ont décidé de subir le monde au lieu d'y vivre, et dont les actions sont, ironiquement, immature. Genre, moi adulte, moi tuer et violer parce que c'est mature la violence. Moi adulte respectable. Moi envoyer toi aux autorités même si toi sauver la femme que j'aime. On a aussi des séquences et gags qui peuvent sembler totalement inutiles et lourds au premier abord. Le meilleur exemple étant la séquence de l'île aux cannibales qui n'a pratiquement aucune importance dans le scénario, à part rendre fluide la retrouvaille entre Jack et Will par une scène d'action. On peut même dire qu'ils pouvaient totalement supprimer cette séquence du film et rien n'aurait été perdu. Mais encore une fois, c'est en logique avec la thématique de ce monde d'enfants, avec des aventures totalement ridicules et des personnages faisant des conneries dans leur coin, permettant aux adultes de mettre fin à leur jeu. Parce que ouais, j'ai dit que Jack était le personnage le plus mature, mais dans le premier film. Dans le second film, sa façon de faire est totalement remise en question et souligne qu'il a été l'architecte de sa propre chute. Technically, I was only captain for 2 years, then I was viciously mutinied upon. Then you were a poor captain, but a captain nonetheless. Have you not introduced yourself all these years as Captain Jack Sparrow? Parce que toutes ces machinations prouvant sa maturité n'avaient pour but que de profiter de son immaturité, de ses amusements comme un enfant. Mais fuir le monde des adultes est une chose éphémère. L'enfance sera toujours menacée par les adultes et les faux adultes qui veulent imposer de l'ordre et mettre fin au chaos du monde des enfants. Et la plupart d'entre vous vont me dire « Ouais, mais t'es con quoi, je veux dire, c'est un blockbuster Disney produit par Jerry Bruckheimer. Il peut pas y avoir de thème intelligent sur la confrontation entre le monde des enfants et le monde des adultes, non. Comment peux-tu inventer de telles conneries, tout ça pour justifier un film de merde ?» Alors, déjà, le fait que ce soit un blockbuster Disney produit par Jerry Bruckheimer ne l'empêche pas d'avoir des sens de lecture intéressants, mais surtout j'ai la preuve ultime que ce sens de lecture existe et que je ne l'invente pas du tout. On le retrouve dans tous les films de Gore Verbinski. La souris, 2 enfants qui se croient adultes s'apprêtent à sacrifier ce qui reste de leur enfance, leur héritage. Mais une petite souris, personnage récurrent d'histoires pour enfants, les punit à la façon d'un cartoon pour montrer leur immaturité. Et à la fin, ils trouvent un bon compromis entre les affaires d'adultes et l'enfant qu'il y a en eux.
le monde des enfants combattant des adultes. Le Mexicain, deux amoureux inspirés par une histoire pour enfants, vont retrouver la naïveté et la pureté de leur amour dans un monde d'adultes punissant ce genre d'enfantillage. Une histoire pour enfants qui vient à bout du monde des adultes. Le Cercle, la destruction d'une enfance qui donne naissance à un monstre vengeresse. Et dont ses victimes sont épargnées parce qu'ils ont passé l'histoire qui fait peur à leurs voisins, comme font tous les enfants. L'enfance se vengeant du monde des adultes. Pour information, je trouve ce film à chier, je me suis jamais autant endormi devant un film d'horreur, et oui, le film original est meilleur. Enfin, passons. Weatherman avec Nicolas Cage, à ne pas confondre avec Wicker Man, aussi avec Nicolas Cage. Bizarre. L'histoire d'un présentateur météo qui a beaucoup de mal à agir en adulte, tout le temps critiqué par son père, enchaînant les problèmes avec sa femme et laissant une mauvaise influence à ses enfants, car il est trop facilement distrait et frustré de vivre dans un monde où il est toujours en retard mentalement. Un enfant n'arrivant pas à vivre dans un monde d'adultes. Rango, un lézard qui a passé toute son existence à s'amuser dans sa chambre avant d'être propulsé de force dans un monde dur, brûlant, dangereux et corrompu où il ne peut survivre qu'en jouant au cow-boy. Un enfant ne pouvant survivre dans le monde des adultes qu'en jouant. Lone Ranger, un enfant traumatisé qui se conforte dans les histoires qui ont bercé son enfance pour rejeter le monde cruel des adultes qui tuent des milliers de gens pour des cailloux qui brillent. S'associant à un équivalent à Superman, créant un parfait duo où l'enfant doit apprendre à agir en adulte et où l'adulte doit apprendre à agir en enfant pour combattre le monde des adultes et faire régner une justice d'histoire pour enfants. J'ai pas vu Gakur fait en live, donc je sais pas. Donc voilà, si c'était des thèmes que l'on pouvait trouver que dans Pirates des Caraïbes, là à la limite j'aurais pu croire que c'est un hasard et que c'est moi qui m'invente des trucs. Mais là comme on retrouve ces thèmes dans tous ces films, même les plus mauvais, ça prouve qu'on a affaire ici à un véritable réalisateur et non juste un yes man qui est là juste pour faire une commande. Bon, oui, Pirates des Caraïbes est une grosse commande, mais il a su s'approprier l'univers de cette commande pour en faire son œuvre. Tel un Steven Spielberg avec Jurassic Park, alors que lui aussi c'était une commande, ou un Paul Verhoeven avec Robocop, qui lui aussi était une commande. Le premier film montre les bases de cette thématique, avec notre trio de grands enfants combattant un autre gosse qui ne vit plus et qui doit faire un travail d'adulte pour pouvoir profiter un jour de plaisir simple, comme tout adulte qui se retrouve prisonnier du système de son travail pour atteindre un rêve d'enfant qu'il n'atteindra jamais. Car à force de se la jouer adulte, il n'a plus l'innocence de l'enfant qui peut profiter des choses simples comme manger une pomme. À la fin, Will et Elizabeth défient le monde des adultes en sauvant Jack et en imposant leur moralité d'histoire pour enfants, ce que leur entourage finit par céder. Mais dès la première minute du deuxième film, le monde des adultes contre-attaque. Littéralement, jusqu'au Han Solo qui se retrouve prisonnier d'une créature visqueuse à la fin. En détruisant la fin heureuse d'Elizabeth et Will dans une superbe séquence qui me fait toujours poser la question, est-ce que Will a juste laissé tomber le mariage? Non, parce que la scène indique que la Compagnie des Indes arrive à peine à Port-Royal pour arrêter Will chez lui et retrouve Elizabeth à l'hôtel, désert, à l'air triste et beaucoup de pluie. Est-ce que Will a oublié le mariage ou quelque chose? Est-ce qu'ils ont annulé à cause de la pluie et Elizabeth est déprimée d'attendre un jour de plus? Belle séquence encore une fois, mais bonjour la logique. Et tout le film se base sur les conséquences. Les méchants gagnent parce que les héros étaient trop occupés à se battre entre eux pour leurs pommes. Jusqu'à Jack qui essaye de séduire Elizabeth dans la piraterie pour que ça se retourne contre lui parce qu'il a voulu être un vrai héros cette fois. Oh, et Bill le Bottier, on l'avait oublié, non? Non, papa, je croyais t'avoir tué en levant la malédiction qui te permettait de survivre au fond de l'océan. Bonjour, oui, je vais bien, merci de demander. Petit connard. Et je comprends que ça vous emmerde de voir nos héros agir en abrutis. Je le comprends tout à fait. Mais c'est justement une problématique que ce film met en place pour qu'il soit conclu dans la suite, où nos héros devront apprendre à agir ensemble et non les uns contre les autres. Ils arrivent même à bien réutiliser pas mal d'éléments du premier film, comme la marque au fer rouge que Jack a à la main. Had a brush with the East India Trading Company, did we? Pirate? We've had dealings in the past, and we've each left our mark on the other. Bon après, je vais pas mentir, des trois films, c'est le moins bon, et il a des défauts que même moi je me dois de reconnaître. Premièrement, Pintel et Raggedy. Hello, Poppy. Salut, grincheux de Once Upon a Time. Ouais, sérieusement, c'est le Roy dans Once Upon a Time, moi aussi ça m'a surpris. C'est aussi le nain dans Donjons et Dragons, ce qui est marrant parce que là aussi il était plus grand que les autres malgré le fait qu'il joue un nain. Et dans Pirates des Caraïbes, il ne joue pas un nain, mais il a l'air plus petit que son entourage. Enfin bref, faire revenir les deux comic relief, je veux bien. Après tout, ils vont avec la thématique des enfants que j'ai expliqué. Même si leur importance scénaristique se limite à être là que pour qu'on explique des trucs aux spectateurs en leur expliquant à eux. Chose pour laquelle Will est présent d'ailleurs. Ils vont jusqu'à expliquer des choses qu'on sait déjà même. Now this goes, Screwy. Well,
Each wants the chest for himself, don't he? Mr. Norrington, I think, is trying to regain a bit of honour. Old Jack's looking to trade it, save his own skin. And Turner there, I think he's trying to settle some unresolved business twixt him and his twice-cursed pirate father. Oh, merci Ragetti, je suis beaucoup trop con pour comprendre ce qui s'est passé il y a 5 minutes! Dites-moi parce que je suis idiot, d'où est-ce que l'on vient? Mais le plus gros problème que j'ai avec les personnages, c'est la façon dont ils sont intégrés dans cette suite. Dans le premier film, ils étaient parmi les pirates maudits aux ordres de Barbossa, et après la malédiction, ils ont été arrêtés par les hommes de Norrington. Et dans ce film, ils se sont évadés et sont tombés par hasard sur le Black Pearl au large d'une île random où nos héros étaient bien occupés à éviter de se faire bouffer par des cannibales. Je veux dire, c'est déjà beaucoup de demander que les mecs tombent sur le Black Pearl, sans même les chercher d'ailleurs, ils sont vraiment tombés par pur hasard sur le bateau, mais en plus, tout le monde s'en fout qu'ils sont là. Vous vous souvenez qu'ils ont essayé de vous tuer la dernière fois que vous les avez vus? Sérieux, personne se demande qu'est-ce que ces deux cons foutent là? Tout ce qu'on a, c'est Jack et Elizabeth qui leur jettent un regard genre « Hey, t'es pas le mec qui a tenté de me violer un film plus tôt ?» Et puis plus rien, on continue avec eux. C'est pas bien grave, hein, c'est pas comme s'ils allaient nous trahir, genre en piquant le coffre qu'on cherche durant tout le film. Oh bah ça alors! Il y avait des façons plus intéressantes et fluides de les intégrer à l'histoire, genre je sais pas, Elizabeth qui se balade à Tortuga et qui tombe sur eux, voilà, et qui par réflexe sort son épée, et là les deux sont de suite effrayés parce qu'ils sont plus immortels, donc du coup ils sont devenus craintifs d'absolument tout leur environnement, et du coup Elizabeth en profite pour en faire genre ses esclaves qui les suivront de partout, qui feront tout ce qu'elles lui diront et qui du coup lui servent de guide à Tortuga pour qu'il puisse retrouver Jack. Je veux dire, c'est pas comme s'ils étaient importants avant qu'Elizabeth ne rejoigne le Pearl. Ça aurait fait redondant avec Norrington qu'Elizabeth retrouve aussi à Tortuga, mais bon, Norrington aurait pu rejoindre directement l'équipage de Jack après avoir déferlé sa colère à la taverne. Et Tortuga reste l'endroit le plus probable pour retrouver les deux Gugus. Et durant la bataille pour le coffre, tu pouvais profiter que Pintle et Ragetti ont vu le Hollandais volant, ils préviennent Elizabeth et tous les trois s'enfuient avec le coffre et empêcher David Jones de récupérer le coffre. Ça aurait rendu la scène plus logique et moins chaotique. Bon après, le but de cette séquence était d'être chaotique, pour montrer que les pirates vont dans une impasse à force de tout faire pour leurs pommes, donc peut-être que ça n'aurait pas marché non plus. Et aussi, qu'est-ce qui est arrivé à Anna Maria? Ouais, Anna Maria, la pirate qui semble avoir une certaine histoire avec Jack, qui servait de bon second, et qui en plus était jouée par Zoé Saldana, on l'aurait pas un peu oublié? On évoque même pas ce qui lui est arrivé entre deux films. Je veux dire, c'est typiquement le genre de personnage qui n'a pas beaucoup de choses à faire dans le premier film, mais qui sera beaucoup plus intéressant dans le deuxième film. Mais là, non, ils l'ont juste viré. Je veux dire, c'est vrai que Zoé Saldana est totalement inconnue et n'aurait pas rapporté de capitale célébrité, hein. C'est pas comme si elle avait joué dans Star Trek, Les Gardiens de la Galaxie et ce putain d'Avatar. Oups! I suppose you didn't deserve that one either. No, that one I deserve. Et comme je l'ai dit, la fin est frustrante. Même le climax n'est pas aussi prenant qu'il aurait pu l'être. L'Empire contre-attaque, lui au moins, avait un super climax, principalement grâce à sa superbe imagerie et l'émotion. Et pourtant, il finit pratiquement comme Pirate 2, comme quoi il y avait moyen de compenser la fin en suspens, au lieu d'être aussi frustrant qu'une fin de saison de cliffhanger. Parce que, ouais, c'est un cliffhanger, une histoire coupée en deux, et non une fin d'histoire. Et ce même s'il y a une conclusion thématique avec nos héros qui comprennent leurs erreurs et s'unissent pour les corriger. Et... c'est tout. Le reste est très bon. La production design est superbe, pas seulement le character design, mais aussi les plans, la couleur ambiante, les décors et les textures. L'action est toujours bien orchestrée et amusant, les acteurs sont excellents, en plus d'être bien exploités. Et encore, Bill Nighy ne fait que s'échauffer. L'histoire marque tous les bons points pour une suite et pour exploiter son univers et ses thématiques. Malgré 2 ou 3 points discutables niveau cohérence. How much do you know about Davy Jones? Not much. On my word, do as I say. Or I'll pull this trigger and be lost to Davy Jones' locker. Mais on trouve quand même beaucoup de bonnes idées pour bien lier son univers. Rien que l'idée du compas qui indique ce que l'on veut est une bonne réutilisation d'un objet pas trop bien expliqué dans le premier film. Même l'humour est bien géré avec pas mal de gags dignes d'un cartoon et même un running gag accompagnant bien l'évolution de Jack. Parce que ouais, même l'humour débile est intelligent dans ce film. Au début du film, Jack perd son tricorne, fuyant de peur sans même tenter de le récupérer. Et au cours du film, il essaye différents chapeaux. Mais il hésite car il ne sait pas ce qu'il veut. Mais à la fin, il prend conscience de ce qu'il veut, à savoir être un héros. Et même si ça l'amène à la mort, il retrouve son honneur en retrouvant son tricorne. Bien moins débile tout d'un coup ce film, hein? Mais enfin, passons aux choses sérieuses, elle était longue cette intro pour parler que d'un seul film. Mais enfin, parlons maintenant de Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde.
Dans la deuxième partie,